On va donc accueillir nos 4 invités pour la table ronde qui nous intéresse ce matin, puisqu'on est en lien avec Raphaël Darmancourt de l'USH, responsable du pôle politique territoriale et urbaine. Voilà. Également Emmanuel Lefloc, vice-présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers des Pays de la Loire. Jean-Baptiste Bluten, sous-directeur à l'aménagement durable au ministère de la Cohésion des Territoires. Également avec nous, Vincent Rémy, directeur de l'établissement public foncier du Dauphiné. Voilà. Pour commencer, peut-être, parce que vous l'avez vu, hein, on est entré un petit peu de plein pied finalement dans nos sujets du jour. Comment est-ce que vous abordez la question qui consiste à dire, on parle de réhabilitation aujourd'hui, comment on doit l'aborder? Est-ce que c'est encore plus intéressant aujourd'hui qu'hier et que demain? Qui se lance là-dessus? Quelle est l'importance du sujet? Madame Darmancourt, voilà, vous allez pouvoir prendre le micro devant vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui à vos côtés sur un sujet qui est vraiment un cœur d'expertise des bailleurs sociaux. La réhabilitation du parc HLM, ça fait partie des missions de base des organismes HLM. Mais je pense que dans un contexte, et au regard du public des EPF, c'est peut-être pas là-dessus que je concentrerai mon propos, même si j'y reviendrai. En tout cas, en introduction, on a tous en tête les objectifs fixés par la loi climat et résilience, et notamment l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette d'ici 2050. Donc c'est une injonction au recyclage urbain, c'est une injonction à faire avec le déjà là, et combiné à la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050, en fait, il y a 80% des logements de 2050 qui sont déjà là. Donc en fait, la question, c'est comment on traite le stock. Bien sûr qu'on sait être vertueux sur ce qu'on produit, mais la question du stock, que ce soit de l'habitat social ou pas, hein, en tout cas sur la question du logement, pas que, mais moi je me concentrerai plutôt sur cet aspect-là, c'est essentiel, et c'est la raison pour laquelle la question de la réhabilitation, elle est très pertinente. On complète le tour de table, Madame Darmancourt, avec votre voisin, Monsieur Butlen. Comment vous abordez ce sujet-là? Est-ce que vous dites plus que jamais, il faut redoubler d'intérêt pour ce sujet de la réhabilitation? Je pense que Raphaël a déjà dit les messages essentiels, hein, d'un point de vue de l'intérêt général. C'est-à-dire que, comme elle l'a très bien dit, 80% de la ville de 2050 est en réalité déjà construite aujourd'hui. On a des engagements nationaux et internationaux d'atteindre d'une part la neutralité carbone et d'autre part le zéro artificialisation nette des sols. Et ça passe nécessairement par la rénovation énergétique du parc existant et par le recyclage des 150 000 hectares de friches et des 1,3 million de logements vacants. Donc ça, c'est quand même des chiffres qu'il faut avoir en tête. Et puis, on voit bien que finalement, au-delà de ces grandes trajectoires, il y a une nécessité dans certains territoires de réparer la ville. Donc on pense aux coprodégradés, on pense aux quartiers prioritaires de la ville, on pense aux cœurs de ville dévitalisés ou même à certaines périphéries urbaines qui sont aujourd'hui obsolescentes. Parce que finalement, c'est un vecteur d'attractivité des territoires, mais aussi d'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Maintenant, est-ce que la réhabilitation est la priorité? La réponse est oui, mais elle ne peut pas être la seule réponse, dans la mesure où, dans certains territoires, on a encore besoin évidemment de construire du neuf, dans la mesure où l'offre ne satisfait pas la demande et qu'on a un risque de spéculation. Donc il y a bien une logique de territorialisation. Les propos des intervenants précédents parlaient de projet de territoire, je pense que c'est très très vrai, et ça passe par un enjeu de planification. Avant d'entrer un peu plus encore dans le détail, je vois que Vincent Rémy s'est emparé d'un micro donc de l'EPF du Dauphiné. Comment vous abordez les choses, vous? On parlera peut-être des gisements tout à l'heure, où trouver le foncier nécessaire peut-être à amplifier les démarches, mais comment vous voyez les choses? En premier lieu, le fait de réhabiliter pour un EPFL ou un EPF, quel qu'il soit, ce n'est pas notre cœur de métier. L'intitulé du séminaire posait question à ce sujet, mais si on fait un pas de côté, c'est le débouché de notre métier. Notre cœur de métier, c'est bien aujourd'hui, c'est écrit dans les textes de loi qui ont créé les EPF, éviter l'étalement urbain, travailler sur le renouvellement urbain, refaire la ville sur la ville, etc. Donc c'est bien ce type d'intervention en amont de la réhabilitation, s'il y a lieu. Je suis d'accord avec vous que
puisque c'est aussi un autre cœur de métier. On n'est pas toujours dans une sortie opérationnelle en réhabilitation, mais on est aussi en déconstruction, partielle ou totale. Donc on est bien évidemment totalement impliqué dans la logique de restructuration des centres-villes, restructuration des centres-bourgs. Voilà. Donc du coup, je reste sur cette idée de réhabilitation en sortie opérationnelle pour les EPF. La dernière invitée qu'on n'a pas encore entendue, voilà, le micro s'approche aussi. Du côté de la Fédération des promoteurs immobiliers, vous vous donnez quel rôle, vous voyez quel rôle idéal dans ces enjeux autour de la réhabilitation? Oui, bonjour à tous. Quel rôle Nous, c'est vrai qu'historiquement, notre métier de promoteur immobilier, c'est de construire du neuf. Mais aujourd'hui, la conjoncture a beaucoup changé, effectivement. Le zéro artificialisation nette, tel que tout ce qui a été dit jusqu'à présent fait partie de notre environnement et nous sommes amenés déjà depuis plusieurs années à intégrer la réhabilitation dans notre métier, en plus de la construction. En plus de la construction neuve. Donc, c'est un sujet qui nous préoccupe et qui nous intéresse et sur lequel beaucoup d'entre nous maintenant travaillons, souvent d'ailleurs en mix avec un peu de neuf et un peu de réhabilitation dans le cadre de la reconstruction de la ville, sur la ville, et parce qu'il y a une pénurie de foncier, parce qu'il faut éviter le zéro artificialisation nette. Donc c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans notre cœur de métier, et c'est comme ça que nous, promoteurs, on appréhende. Alors on l'appréhende dans la rénovation du parc existant, mais on l'appréhende aussi dans la construction neuve en pensant à la réhabilitation future des bâtiments que nous construisons aujourd'hui. Donc il y a plusieurs volets. Ça, c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard dans la journée sous forme d'atelier, mais c'est intéressant, effectivement, dès la construction, de dire qu'il faut de plus en plus intégrer les enjeux de réhabilitation, les coûts peut-être, oui. C'est ça? Alors les coûts, le recyclage des composants. Après, c'est la modularité aussi des logements, voire par rapport à l'évolution des besoins dans des décennies où on ne maîtrise pas forcément les besoins en termes de typologie. Donc, il y a certains modes constructifs qui sont plus adaptés à l'évolution même de l'organisation, je vais dire des locaux, des logements qui peuvent devenir des commerces ou des logements qui peuvent s'agrandir ou se réorganiser. Enfin, tout ça, c'est des sujets qui sont depuis déjà plusieurs années qui constituent nos préoccupations générales. Alors là, on parle de réhabilitation pour le défi du logement, pour se dire faut avancer. Oui. Vincent Rémy, alors de quoi parle-t-on finalement? Est-ce qu'on parle de réhabiliter des logements pour d'autres logements, de transformer des bureaux en logements, de s'intéresser aux friches? Vous voyez, je vous pose toutes les questions d'un coup, mais ça commence où, ça finit où? Je ne pourrais pas vous faire toutes les réponses d'un coup. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans le cœur de métier des EPF, on a les interrogations des collectivités locales sur le devenir en fait, des territoires qui sont soit délaissés, soit en déshérence, mais aussi des territoires qui sont à recomposer. On parle aujourd'hui des lois qui introduisent Lausanne. Le renouvellement urbain, ça demande aussi de se projeter dans le devenir de la ville. Qu'est-ce qui va être mutable? Dans quelles conditions ça va pouvoir muter? Donc en fait, dans le job des EPF, on a toute une partie qui relève de l'observation de la ville, l'observation des centres-bourgs. Qu'est-ce qui peut bouger? Qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et d'être dans la proposition pour, en fait, on identifie des friches, mais ça, là, je veux dire, à la rigueur, les friches ou les logements vacants, on les connaît. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est de déterminer le potentiel de mutabilité. Donc, qu'est-ce qui va demain devenir une friche ou qui est potentiellement porteur de projets à travers une sous-utilisation, une sous-occupation ou une occupation qui ne correspond pas en fait au fonctionnement que les élus veulent de leur ville. Et donc, nous, on observe, on identifie, et puis après, on fait notre cœur de métier, on achète. On gère les problèmes juridiques autour des friches, autour des copropriétés. On parlait tout à l'heure des acquisitions copropriétés qui sont compliquées. C'est notre cœur de métier, en fait, savoir gérer et régler ces problèmes.
Donc ça, c'est tout en amont des problématiques de réhabilitation ou de réutilisation. Et c'est vrai je pense que le sujet aujourd'hui, c'est le logement, mais on peut aller beaucoup plus loin, parce que ça peut être aussi les bureaux qu'on peut changer en logement, ou les friches industrielles qui peuvent devenir des lieux de construction ou partiellement de réhabilitation en logement. Raphaël Darmancourt et peut-être ensuite Jean-Baptiste Butlen, quels sont les freins identifiés aujourd'hui au développement de la réhabilitation ? Sur quoi ça coince et sur lequel on pourrait agir ? J'ai envie de vous dire les sous. Puisque tout le monde est d'accord finalement, mais après, comment on fait ? Alors, il y a deux aspects, parce que finalement, parmi les 4 participants à cette table ronde, moi je représente des gens qui ont des actifs immobiliers, ce qui n'est pas si fréquent, c'est 4,7 millions de logements sociaux sur l'ensemble du territoire national et dans des configurations territoriales très variées. Territoire métropolitain, territoire de tension moindre. On dit territoire détendu, mais c'est un terme que moi j'aime pas du tout parce qu'en fait il n'est pas vraiment le reflet de la réalité. En fonction des territoires et de la tension justement sur le marché de l'habitat, le potentiel de réhabilitation, il n'est pas forcément le même parce que le potentiel de commercialisation des logements, il ne va pas être forcément le même. Aujourd'hui, alors, les bailleurs sociaux, ils ont toujours réhabilité leur part, qui sont sur, parfois c'est au fil de l'eau, parfois c'est de manière massive, des rénovations vraiment importantes. Je pense que le consensus sur la nécessité de réhabiliter, il est généralement partagé avec les élus. Il y a des grands projets comme les projets dans le cadre du NPNRU où il s'agit d'aller, là pour le coup, d'arbitrer plutôt en faveur de démolition-reconstruction parce qu'il y a des problématiques urbaines à régler et donc la réhabilitation n'est pas une solution. En revanche, partout où l'attractivité du patrimoine elle est avérée, la réhabilitation elle s'impose. La question c'est qu'est-ce qu'on réhabilite, pourquoi, pour qui, comment, jusqu'où et à quelle échéance ? Parce que si on vise 2050, nous, à l'USH, on a évalué ce que ça voulait dire sur le parc social. Ça veut dire qu'il y a finalement 4,2 millions de logements à réhabiliter d'ici 2050 pour les amener à minima en étiquette B. Sinon, on n'est pas au rendez-vous de la neutralité carbone en 2050. Et est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est possible ? C'est envisageable si il y a des moyens pour accompagner ça, à la fois dans des modalités de financement, et peut-être qu'on reviendra là-dessus sur le modèle économique après, s'il y a aussi une filière de la réhabilitation qui augmente sa capacité à faire. Aujourd'hui, les bailleurs, ils sont à peu près à 105 000 rénovations énergétiques par an. Nous, on a identifié qu'il fallait passer à 180 000 par an. Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises pour réhabiliter 180 000 logements sociaux par an ? Et je ne vous parle que du logement social, je ne vous parle pas de l'habitat privé. Sachant qu'on sait aussi qu'en fonction des typologies de patrimoine, alors ici à Saint-Nazaire, on a du patrimoine de la reconstruction avec des spécificités liées intrinsèques au bâti. Et qu'est-ce que ça veut dire que de rénover ce bâti-là ? Mais qu'est-ce que ça veut dire que de rénover du bâti de centre-bourg ? Du bâti de grands ensembles, on va être assez proche des problématiques techniques qu'on trouve ici à Saint-Nazaire, mais en fonction des bâtis, les solutions techniques ne sont pas les mêmes. Il y a des possibilités de massification, on reviendra peut-être là-dessus, parce que c'est un moyen de faire en sorte que financièrement ça puisse passer. Quand on massifie et qu'on développe des solutions industrielles, quelque part on arrive à réduire les coûts et à rentrer dans une épure économique gérable. Mais à capacité de la filière constante, on ne sera jamais au rendez-vous des objectifs. Et je ne parle même pas parce que ça, il met pas. D'autres en parleront tout à l'heure peut-être. Je ne parle même pas de la question qui a été très légèrement évoquée tout à l'heure avec l'exemple de la Sonadev sur quand on intervient en copropriété, comment on emporte la décision de rénover, de réhabiliter. Ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est un métier. Un autre défi. Jean-Baptiste Butlen, alors, peut-être quelques éléments de réponse, parce qu'on identifie quelques freins. Est-ce qu'il y a des... déjà, ils sont identifiés, partagés, j'imagine, au ministère. Vous confirmez ?
Alors effectivement, on a bien en tête les freins à la réhabilitation par rapport à de la construction neuve, notamment en extension urbaine, hein. Bon, les freins, Raphaël l'a d'abord dit, ils sont liés d'abord au fait que c'est plus compliqué de réhabiliter que de construire du neuf en extension. Ça, je pense que c'est un constat qui est partagé. Plus compliqué parce qu'il faut acquérir un terrain déjà bâti, il faut intervenir dans un tissu constitué. Il y a des logiques effectivement de relations avec les riverains, une notion d'acceptabilité. Bon, c'est de l'acupuncture urbaine en quelque sorte, hein. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait une ingénierie adaptée derrière une filière. Et de fait, l'ingénierie locale des collectivités, elle n'est pas toujours présente, d'où l'importance d'avoir des opérateurs comme la NCT, comme le CEREMA, comme les établissements publics fonciers à leur côté. Et puis la filière, elle n'est pas non plus toujours au rendez-vous, dans la mesure où la tâche est finalement assez immense. Donc le premier sujet, c'est un sujet de complexité et d'ingénierie. Le deuxième sujet, c'est un sujet de coût. C'est-à-dire qu'il est plus coûteux de réhabiliter que de produire du neuf, en particulier en étalement. Ce différentiel de coût, il n'est pas toujours compensé par des recettes équivalentes, en particulier en territoire détendu. On voit bien que finalement ça coûte très cher et il n'y a pas un marché qui permet d'absorber le surcoût de la réhabilitation, ce qui n'est peut-être pas le cas dans des cœurs de métropole très tendus. On voit bien que quand on réhabilite à Paris, on arrive à vendre l'appartement réhabilité, voire des fois on le vend avec une sacrée marge. Donc ça pose des questions d'activer des leviers de régulation économique. Alors on pourra reparler du fiscal, on pourra reparler de la subvention. L'État a beaucoup déployé de mesures en matière de subventions avec le fonds Friche, avec MaPrimeRénov' par exemple. On pourra en reparler. Après, je pense qu'il y a un dernier sujet qui peut expliquer le frein à la réhabilitation. C'est aussi un sujet plus culturel. C'est-à-dire que dans un territoire qui est en déprise et avec un défaut d'attractivité, les citoyens eux-mêmes n'ont pas envie d'y aller. Donc en fait, il y a une certaine forme finalement de désamour de secteurs qui sont en voie d'obsolescence. Et à contrario, il y a aussi des aspirations des Français finalement à être plutôt dans l'accession sociale à la propriété et si possible d'un pavillon neuf avec jardin. Donc évidemment, ça ne résonne pas complètement avec des logiques de réhabilitation de périphérie ou de cœur déjà constitués. Du point de vue des collectivités, il y a également finalement une incitation à ouvrir toujours plus de terrain à l'urbanisation, notamment parce que le système fiscal est ainsi fait que la recette de la taxe sur le foncier bâti les y encourage. Et donc un élu qui prend son mandat a à cœur finalement de se développer, pour reprendre son terme, on ne peut pas lui en faire grief. Et donc pour lui, se développer, c'est accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités économiques, mais aussi augmenter ses recettes fiscales pour lui permettre d'avoir les moyens de mener ses projets. Sauf que c'est contradictoire avec Lausanne. Après, dans l'esprit, en tout cas. En tout cas, effectivement, ce mécanisme-là est contradictoire avec Lausanne, mais je veux dire, le principe même du mandat d'un élu, c'est de porter son projet de territoire et de faire sien l'intégration des différentes politiques publiques. En tout cas, il y a l'ensemble de ces paramètres qui doivent être pris en compte pour articuler des politiques de réhabilitation, de sorte qu'on ne soit pas uniquement dans de l'injonction, mais qu'on soit dans de l'accompagnement des territoires. Puisqu'on parlait de modèle économique, peut-être retournez-vous voir à la Fédération des promoteurs immobiliers. Comment est-ce que vous abordez le bouclage de certaines opérations? Est-ce qu'effectivement, on le voyait sur des exemples à Saint-Nazaire, le fait de surélever, voilà, ça permet de boucler une opération, de l'équilibrer? Alors, ce que disait Franck Le Martinez, c'est vrai que la chance dans les exemples qui ont été présentés, c'est que c'était des enfin il y avait un seul propriétaire, c'était pas des copropriétés. Donc, je ne sais pas si c'est... En fait, là où les copropriétés peuvent nous intéresser, nous, ou au contraire, on peut intéresser les copropriétés dégradées, celles qui ont besoin de rénovation, c'est que bien souvent, il y a des copropriétés qui ont des fonciers disponibles et qui permettent de construire du neuf. Et dans ce schéma-là, on peut valoriser le foncier et permettre à la copropriété d'utiliser le prix du foncier pour rénover son bâtiment. Donc ça, c'est une solution je trouve, gagnant-gagnant. C'est un
anecdotique ou c'est un réel levier, ce que Alors, vous dites là? J'ai travaillé à titre personnel sur plusieurs exemples comme ça. Le souci, c'est qu'il faut l'unanimité et du coup, il y a toujours un ou quelques copropriétaires qui préfèrent garder leurs espaces verts et du coup, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir des incitations pour que ce genre de projet sorte plus facilement. Je ne sais pas, j'ouvre cette hypothèse. Sous quelle forme d'un point de vue Bah, fiscal? peut-être, alors pas forcément d'un point de vue fiscal, après c'est du droit privé, des règles d'unanimité, je ne sais pas si on peut intervenir sur ce genre de choses, mais à un moment donné, s'il y a vraiment un enjeu, une obligation de rénover une copropriété et qu'il y a un ou deux récalcitrants et que du coup le projet ne peut pas sortir, je ne sais pas, ça me vient à l'instant, hein, je ne sais pas si c'est des solutions possibles. Après, vous parliez donc oui, de l'équilibre. De l'équilibre à trouver. Sur certains exemples, on le voyait, la réhabilitation passe par une surélévation, par exemple, qui va trouver preneur auprès des ménages à pouvoir d'achat important, par exemple. Oui, alors je ne sais pas si ça répond vraiment à un équilibre financier. Je crois que c'est assez compliqué ce genre de montage, mais justement, dans les sujets qui ont été présentés, il y a un accompagnement et il y a un mécanisme de subvention qui permet ce genre de surélévation. Je crois que c'est souvent les bailleurs sociaux ou les aménageurs qui arrivent à faire ce genre de projet. Nous, dans le cadre de notre métier, on intervient plus sur des fonciers, donc j'entendais parler de l'acceptabilité des riverains. Pour le coup, pour nous, c'est un atout. S'il y a un bâtiment qui a du caractère et qui fait partie du patrimoine local et que l'on doit construire à côté parce qu'il y a la place pour construire, on achète la totalité, on rénove le bâtiment existant parce qu'il a une vraie valeur et en termes d'acceptabilité, c'est important. Et on construit le neuf à côté en cohérence avec l'existant. Donc le fait de rénover permet souvent de détraper un projet. Et puis, c'est du bon sens. Si le bâtiment est intéressant, sain et qu'on peut le garder, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est absurde de démolir des choses qui ne fonctionnent pas. C'est une approche hybride, hein, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est ça. Ça fait partie de notre, de notre travail aujourd'hui, de notre façon d'aborder le foncier, la rénovation. Intégré. Je vois que Madame Darmancourt me fait un petit signe, mais on reviendra vers vous après. Je veux bien réagir sur un sujet. On est en train de parler de réhabilitation. En fait, on est en train de parler, moi je pense, vis-à-vis des EPF, de recyclage urbain et comment derrière la chaîne d'acteurs s'engage. Donc on est en train de parler de faire avec le déjà là et notamment le déjà là humain. Et le déjà là humain, c'est à la fois les riverains, c'est les locataires HLM quand ils sont déjà en place, on y reviendra, je pense, après. C'est aussi, quand on est sur de la copro, on a évoqué tout à l'heure la problématique du relogement. Donc c'est comment, en fait, on arrive... Alors, on parle d'acceptabilité ou d'adhésion au projet de transformation. Et du coup, c'est là que les élus sont un point clé, en fait, puisque... Avant toute chose, il faut que les élus soient convaincus que c'est pertinent d'aller faire ce projet-là et portent le projet auprès des populations avec l'appui des outils, des expertises et des compétences. Et cette question de travailler l'adhésion au projet, c'est la construction finalement d'une solution gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire gagnant pour ceux qui sont déjà là de peut-être voir un bâti qui se dégradait, qui est moins dégradé, qui est rénové, plus agréable à regarder quand on habite en face. Et qui améliore la qualité de vie de tout un quartier parfois. Qui améliore la qualité de vie et de ville de tout un quartier parce qu'il apporte de nouvelles aménités, peut-être une crèche, des commerces qui sont rénovés, avec peut-être une orientation sur le type de commerce, etc. En gros, il faut que chacun y voit son intérêt, sans qu'il soit forcément donné la marge de manœuvre pour dire on ne veut pas de projet. Mais en gros, de toute façon, il va y avoir un projet à cet endroit-là et en fait, très vite, on retombe sur les enjeux de la concertation, c'est le terme qu'on utilisait. Je pense que maintenant, il faut peut-être plus parler de co-construction d'un projet avec les habitants et
parfois le plus en amont possible pour s'assurer qu'à l'arrivée, il y ait moins de recours sur les permis, parce que ça, c'est du temps et de l'argent gagné, etc., etc. Et donc ça, c'est des compétences à développer, des outils à construire aussi pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Oui. C'est aussi qu'il y a un côté affectif des fois dans les vendeurs. Nous, on travaille beaucoup en diffus, et quand les indivisions, les vendeurs de foncier sont attachés à leur maison d'enfance, parfois ça déclenche le projet. C'est une condition de négociation, de garder la maison et de construire à côté. Il y a le patrimoine immatériel, le côté affectif, quoi, à ne jamais négliger. Ouais, dans ce même ordre d'idée, je pense que les sondages au niveau national, notamment le sondage de l'Obsoco et de l'ADEME, ont bien mis en avant que la majorité de nos concitoyens ne sont pas dans un désir de déménagement. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, et ils disent d'abord qu'ils sont plutôt bien chez eux et qu'ils n'ont pas envie de bouger, en tout cas à court terme. Et donc finalement, il y a aussi cet attachement au déjà là qui doit être pris en considération dans le souhait de réhabiliter le quartier dans lequel ils habitent. Après, je pense qu'il y a un enjeu, comme l'a dit Raphaël, à bien croiser des logiques de sobriété avec des logiques de qualité urbaine. L'idée n'est pas justement d'être dans une logique de réhabilitation qui uniformiserait la ville ou des formes urbaines qui certes seraient très denses mais du coup seraient vécues comme inacceptables d'un point de vue de cadre de vie. Donc il y a vraiment ce sujet qui est par exemple travaillé dans le programme engagé pour la qualité du logement de demain porté par le PUCA sur la base des recommandations du rapport de Laurent Gironetti et François Leclerc. Et puis, au-delà de la qualité du cadre de vie, je pense qu'il faut aussi activer les leviers de réhabilitation qui améliorent le pouvoir d'achat des ménages. On voit bien que finalement, les logements qui sont des passoires énergétiques représentent aussi une facture énergétique très importante pour les ménages. Et de la même façon, certains choix passés en matière d'aménagement du territoire leur sont préjudiciables. Par exemple, l'INSEE a mis en avant que 10% de la facture énergétique des ménages était expliquée par l'étalement des 20 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un pavillon, c'est plus émissif, parce qu'un pavillon, c'est plus loin des emplois et des services, et donc du coup, il y a une dépendance à la voiture individuelle, et donc du coup, à des coûts de carburant. Donc je pense que tous ces sujets-là peuvent être expliqués, discutés avec les concitoyens pour finalement les convaincre de réhabiliter le quartier dans lequel ils habitent, en fait. Vincent Rémy, on a glissé un petit peu vers les enjeux autour de l'acceptabilité notamment. Sur le modèle économique, quelle est un petit peu votre vision des choses ? C'est justement là-dessus que je voulais revenir, parce qu'en complément de ce qui a été dit, en fait, on est confrontés, nous les EPF, aux trois dimensions du modèle, des problématiques autour du modèle économique. Si on part de la fin, celle pour qui on va réhabiliter, pour qui en fait on va engager une action, c'est l'acceptabilité du projet qu'on va lui proposer, à la fois financière, mais aussi, vous en avez parlé, l'acceptabilité sentimentale ou affective. Donc ça, c'est un vrai sujet dans le modèle économique, c'est le sujet de la sortie. Et on ne peut pas parler des deux autres dimensions du modèle économique sans avoir celle-ci en tête. Les deux autres dimensions, c'est les coûts de réhabilitation, et notamment les normes qui sont liées aux coûts de réhabilitation, ou les choix qui sont faits par l'opérateur. Et puis en amont, en fait, c'est dans le modèle économique, c'est comment on achète, à combien on achète, et quand on achète. Et donc, nous, EPFL Dauphiné, on est confrontés à ces trois dimensions indirectement, parce qu'en fait, on est déjà dans notre stock. On a des produits qu'on a achetés, et aujourd'hui, on avait pour habitude de se retourner vers des opérateurs, en fait, en tout cas, de trouver des opérateurs qui allaient traiter les deux dimensions suivantes. Après avoir acheté, nous, on s'occupe de... Quelquefois, on fait du curage, des amiantages, des décontaminations, quelquefois un peu de dépollution. Et on essaye de trouver un opérateur qui va s'occuper de la suite, à la fois la réhabilitation et la commercialisation. Alors la dépollution, par exemple, l'amiante, etc., ça, on ne peut pas économiser là-dessus. C'est un incontournable. Oui, sauf l'économie, c'est le coût d'acquisition, en fait. Et toute la difficulté qu'on a sur la réhabilitation, puisqu'on ne parle pas de déconstruction, mais la réhabilitation, c'est, avant d'acheter, d'être en capacité à diagnostiquer correctement
le bâtiment, savoir quelles vont être les contraintes auxquelles on va être confronté, contraintes physiques, mais aussi les contraintes juridiques avec les copropriétés. Ce qui demande une expertise. Bien sûr, mais pour le coup, soit on est outillé en interne, c'est-à-dire qu'on a des compétences et des expertises en interne, soit on prend les compétences d'experts externes. Mais en tout cas, l'objectif aujourd'hui, c'est, même si on a dans notre stock, par le fait de l'histoire du patrimoine, qu'on n'a pas toujours pu diagnostiquer correctement, en tout cas maintenant, c'est de pouvoir acheter en connaissance de cause. Et là, si vous achetez en connaissance de cause, vous pouvez acheter au bon prix, ou au juste prix. Et il y a toujours des aléas, bien sûr, mais on en découvre. On vient de découvrir sur un bâtiment qu'on avait acheté à l'État, du mercure en quantité énorme dans des réseaux d'eau usée ou dans des dalles. Voilà, de l'aléa, il faut le prendre en charge. Est-ce qu'il faut s'autoriser parfois à changer son fusil d'épaule, à se dire on part sur une opération de réhabilitation, mais devant des aléas qu'on n'avait pas du tout identifiés, il va falloir changer d'approche? En fait, quand on en accord avec les collectivités locales pour qui l'on travaille, quand on prend l'option d'une réhabilitation, c'est que le bâtiment a un intérêt patrimonial ou une valeur de réutilisation qui est compatible avec la troisième dimension, celle de la commercialisation. Donc l'objectif, c'est quand même de rester dans cet angle d'attaque. Donc après, on a dans notre ingénierie financière des EPF, parce qu'on est doté de ressources qui sont celles de l'impôt, on a la capacité à, en cours de route, revoir en fait à la baisse le prix non pas le prix de revient, mais le prix de revente. On a un système qu'on appelle minoration dans notre jargon, on appelle baisse du prix. Enfin, il y a plein d'autres termes, mais en tout cas, on a la possibilité de revendre un peu moins cher que cela nous a coûté pour venir en fait coller au prix du marché. Mais ça veut dire aussi que l'effort que l'on fait, il faut qu'il soit partagé avec l'effort dans la deuxième dimension du modèle économique, c'est la réhabilitation. C'est-à-dire que les choix de réhabilitation sont quelquefois très coûteux. Et voilà. Et donc, il y a un travail collectif à faire avec l'opérateur qui va prendre pour pouvoir se caler sur des efforts partagés. Et je crois que vous en avez fait l'expérience directement au niveau de l'EPF pour des réflexions pour votre siège, c'est ça? Oui, ça c'était l'anecdote, mais c'est vrai que la réhabilitation d'un bâtiment en béton des années 80, quand on a fait toutes les estimations financières, et je reprends que le bilan financier, on aurait pu regarder le bilan carbone, on ne l'a pas fait, mais c'était peut-être plus intéressant, mais le bilan financier montrait qu'on était sur un prix qui était 40% plus cher que le prix du neuf. Donc ça, c'est compliqué. Mais pour revenir sur l'autre partie, on a aujourd'hui des biens sur lesquels on est parti sur une réhabilitation. Donc on a fait les acquisitions, le curage. On a un hôtel-restaurant, donc on a la partie en bas qu'on va essayer de conserver en restaurant, mais il faut séparer la partie restaurant de la partie ex-hôtel, donc qui va être de l'habitation. Donc il y a des travaux à faire dans ce bâtiment, et on est confronté, même si on est dans un territoire pas très attractif, mais encore un peu attractif, on est confronté à l'absence d'opérateurs privés pour prendre la main. Et nous, on est quelques EPF aujourd'hui à réfléchir sérieusement, à prendre le rôle de l'opérateur derrière pour pouvoir sortir ces opérations. En fait. Et qu'est-ce qui manque pour le faire? Donc, par exemple, dans des secteurs très détendus, dans des centres-bourgs dégradés, c'est ça. Hein. Et qu'est-ce qui manquerait pour pouvoir passer à l'action? Il manque d'opérateurs. Alors, je suis assez d'accord avec ce que disait monsieur. Il manque aussi quelquefois de clients. Mais le peu d'opérations qui ont été faites dans des secteurs détendus, dans des petites communes, montre qu'en fait, il y a la valeur d'exemple. À partir du moment où on a une dynamique qui se crée quelquefois par un ou deux commerces réhabilités et puis une petite opération réalisée, voilà, on a des clients qui potentiellement reviennnent. Donc, c'est ce que nous disent plutôt les marchands de biens avec qui on travaille. S'ils ne sentent pas cette dynamique peut-être apportée par un exemple, les clients... Un cercle vertueux.
ou un cercle infernal dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est tout l'intérêt du programme de redynamisation des territoires, c'est d'insuffler en fait une nouvelle dynamique dans ces territoires. Et nous, on va essayer de surfer sur cette nouvelle dynamique pour accompagner les collectivités dans de la réhabilitation de leur centre-bourg. Pas toujours. Pardon, je parle un peu loin du micro, je me perçois. Et finalement, vous dites, nous, on peut avoir des rôles et des missions étendus par rapport à ce que l'on fait traditionnellement ou historiquement. Oui, vous en tout cas, on y réfléchit sérieusement et certains de nos EPF ont carrément pris l'option de prendre la main pour insuffler en fait cette dynamique. On n'est pas question de faire toute la réhabilitation, il faut aller chercher les opérateurs, mais en tout cas, quand on a un déficit d'acteurs privés ou une absence d'acteurs privés et qu'il faut essayer de retrouver une dynamisme, on va être obligé de reprendre la main. Emmanuelle Le Floch, vous levez la main. Ça vous parle, ce dont parle Monsieur Rémy ? Oui, ça me parle tout à fait. C'est vrai que moi, je remercie le travail des EPF parce qu'effectivement, sur les friches industrielles, sans votre intervention, il y a beaucoup de projets qui ne pourraient pas sortir. J'ai des exemples de consultations qui ont été lancées récemment par des EPF et en tant qu'opérateur privé, on répond. On est toujours assez frustré de voir que, vous savez, on fait un rétro-bilan et ce qui reste au niveau de la charge foncière sur des secteurs qui ne sont pas des secteurs très tendus, où les coûts de construction sont les mêmes que sur les secteurs tendus, le triptyque charge foncière, coûts de travaux et prix de vente fait qu'il ne reste plus grand-chose pour la charge foncière. Donc l'EPF a eu des gros travaux de dépollution, d'acquisition au départ je crois que c'est le problème, c'est l'équilibre financier, c'est de retrouver ces petits au niveau des charges foncières. Donc, j'entends ce que vous dites sur le fait que vous posez des questions et je comprends. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, c'est de se mettre autour de la table et puis de travailler à bilan ouvert et de voir où ça coince. Ça peut, je pense, être assez constructif. Parce que j'ai aussi d'autres exemples j'ai un exemple d'une minoterie qui faisait vraiment partie du patrimoine d'une ville de deuxième couronne nantaise. C'était un particulier qui était propriétaire, qui voulait un prix. La dame avait son prix astronomique, sans doute pas par rapport à la qualité du site, par rapport à l'intérêt du bâtiment et tout ça, mais astronomique par rapport à l'équilibre financier, puisque les prix de vente de cette commune n'étaient pas énorme et le coût de la construction, de la réhabilitation, lui, était astronomique. C'est un bâtiment qui menaçait péril, il y avait beaucoup d'amiante, il y avait une nappe d'hydrocarbures qui était passée. Enfin bref, on cumulait vraiment tous les problèmes et je crois que la commune qui tenait absolument à ce que ce bâtiment reste en place est restée en situation de blocage et je crains qu'un jour le bâtiment tombe en ruine. Donc il faut parfois changer son fusil d'épaule aussi et être raisonnable peut-être, mais voilà, c'est... Alors, on reviendra vous voir dans un instant pour parler peut-être des obstacles juridiques et techniques. Oui. Monsieur Bluten. Ouais, moi, je souhaitais rebondir sur la question que vous avez posée s'agissant du rôle des opérateurs fonciers, ce qui est le thème de la journée finalement. En matière de réhabilitation, je pense que les opérateurs fonciers et en particulier les EPF ont un rôle fondamental. D'une part parce qu'évidemment, et c'est une évidence, le foncier est la matière première de la réhabilitation. C'est 30 à 50% des dépenses d'aménagement, en particulier en réhab. Et les EPF, en fait, ils ont à la fois des moyens et à la fois des missions qui leur permettent de mener à terme ces opérations de réhabilitation. Tout d'abord, vous l'avez très bien dit, ils interviennent en anticipation, c'est-à-dire qu'en constituant des réserves foncières, notamment en se voyant déléguer le droit de préemption, ils peuvent finalement constituer des réserves foncières dans du tissu urbain constitué pour se donner les moyens d'agir au bon moment plus tard. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Ils interviennent en régulation du prix et donc en lutte contre les spéculations foncières et immobilières, notamment en achetant, le cas échéant, en contestation de prix. C'est-à-dire que s'ils se rendent compte qu'un marché s'emballe, ils peuvent très bien du coup préempter, ils achètent au prix des domaines et donc du coup, il y a pas de spéculation, sans compter la mise en place des zones d'aménagement différées, etc., etc. Enfin, ils interviennent en recyclage et avec la possibilité, comme ça a été très bien dit, de mobiliser la taxe spéciale d'équipement, qui est donc une taxe
qui leur permet de minorer des coûts de travaux ou des coûts de foncier. Et donc finalement, non seulement ils achètent, non seulement ils portent, non seulement ils démolissent, ils déconstruisent, ils réhabilitent, mais en plus quand ils revendent à la collectivité ou à la ménagère, ils revendent moins cher que tout ça leur a coûté. Donc c'est quand même des établissements absolument fantastiques. Et en plus, certains d'entre eux vont au-delà de leur rôle d'opérateur foncier, c'est-à-dire qu'ils deviennent aussi finalement aménageurs. Donc les EPF d'État le font déjà, notamment dans les opérations de requalification des coprodégradés. L'établissement public foncier d'Île-de-France ou d'Occitanie gère des Villepinte, des Grigny, des Clichy, des Pisevin, etc. Enfin, ils interviennent vraiment pour être maîtres d'ouvrage de la réhabilitation. Et certains montent aussi ou réfléchissent à monter des filiales pour être aussi opérateurs d'aménagement dans des territoires où des aménageurs, il n'y en a pas en fait. Donc je pense que c'est vraiment des acteurs qui sont peut-être méconnus. D'ailleurs, il n'y a pas des EPF partout, il n'y a pas des foncières partout, mais qui sont sans doute une des clés du problème de la réhabilitation aujourd'hui. Et au ministère, vous êtes prêt à accompagner ce dont parlait M. Rémy, là, de revitalisation, de missions un petit peu étendues pour la revitalisation des centres-bourgs, des secteurs où les opérateurs privés seuls n'interviennent pas ? Ce qui est clair d'abord, c'est que les EPF d'État et les EPF locaux sont accompagnés par le ministère. Les EPF d'État, encore beaucoup plus, puisqu'on exerce la tutelle, mais les EPF locaux, nous sommes en relation très régulière. Il y a aussi des logiques de dotation budgétaire qui compensent des baisses fiscales par ailleurs. Donc il y a un accompagnement de ces acteurs. Nous, en tout cas au ministère en charge du logement, on répète à l'envi qu'il faudrait que tout le territoire national soit couvert par des EPF, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 80% du territoire qui est couvert. Donc on accompagne toutes les extensions qui se font jour sur le territoire. Après, en particulier, effectivement, on estime qu'ils doivent être présents dans les secteurs où il y a des enjeux, dont les secteurs détendus. Et quand l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion du territoire, a lancé le programme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qui est précisément ce que vous évoquez en matière d'appui à l'ingénierie pour la réhabilitation de ces territoires un peu dévitalisés, les EPF étaient systématiquement au rendez-vous. Donc je pense que ce sont des partenaires essentiels. Monsieur Rémy, je vous ai vu prendre le micro, mais en fait, on va peut-être retourner. Mais vous pouvez quand même prononcer 2 mots. Non, je voulais remercier les propos de monsieur Buckel. J'espère que ça a été enregistré, parce que je reprendrai bien l'enregistrement pour le remettre sur notre site en communication. Mais on est vraiment, pour le coup, impliqué par nature dans ces questions-là. Et la question des territoires détendus, c'est celle qui nous préoccupe le plus. Parce qu'en fait, à partir du moment où, quelquefois, on est quand même appelé par les collectivités parce qu'il y a une réelle volonté de maîtrise foncière. Monsieur le maire en avait parlé tout à l'heure. C'est un vrai sujet pour des collectivités. Mais on est moins appelé dans les secteurs où il y a des opérateurs qui peuvent faire les opérations, qui peuvent réhabiliter, qui peuvent construire. Mais le vrai sujet pour nous, c'est quand même les secteurs détendus, là où il n'y a pas ou peu d'opérateurs, et là où en fait les collectivités se retrouvent démunies par rapport à des enjeux qui les dépassent complètement. Et on n'a pas parlé de la planification urbaine, mais pendant des années, en fait, l'enjeu, ça a été comment je développe ma commune. Et aujourd'hui, on leur dit, monsieur, il faut arrêter, c'est plus comme ça qu'il faut voir votre aménagement. Maintenant, vous n'allez plus faire du développement, vous allez faire de l'aménagement urbain, et on va revoir le modèle, on va retravailler en centre-ville. Donc on demande, c'est plus un pas de côté, c'est carrément un demi-tour complet aux élus. Et on les voit tous sur notre territoire, ils sont assez désemparés. Et on est le premier ingénierie auquel ils peuvent penser. Et on désespère effectivement de voir des territoires qui ne sont pas couverts par des EPF locaux, en priorité. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet pour nous parce qu'on a des communes qui sont marquées ORT aujourd'hui ou encore pour l'instant petites villes de demain et qui ont des vrais besoins et qui ne sont pas couverts par une compétence d'EPF et qui sont désemparés. Emmanuel, alors oui, on refait un détour chez vous, Madame Darmancourt. Je veux bien faire juste une petite réaction par rapport à ça. Je fais un peu de pro-domo, c'est que les organismes HLM et notamment les OPH départementaux qui donc couvrent, là pour le coup c'est 100% de la France qui est couverte parce qu'il y a toujours au moins un OPH, un office public de l'habitat départemental.
Ce sont des opérateurs qui ont historiquement une compétence aménagement, et souvent les OPH départementaux ont maintenu active cette compétence en aménagement parce qu'ils répondent aux besoins des élus locaux sur des problématiques qui sont sur des tailles où les opérateurs privés ne se positionnent pas. Hein, quand il s'agit d'aller faire 3 logements plus un local médical et peut-être une petite épicerie ou un local porté à bout de bras par la collectivité, puis réaménager un peu la place à côté de tout ça, ce n'est pas forcément évident. Les OPH, ils sont bien souvent au rendez-vous sur ces questions-là. Donc, nous, c'est vrai que côté USH, c'est quelque chose qu'on souhaite rendre beaucoup plus visible et dans une approche aussi partenariale, parce que je rejoins complètement ce que tu disais, Jean-Baptiste, sur le rôle fondamental des EPF qui, en effet, peuvent mobiliser la ressource TSE notamment pour permettre de générer un foncier des côtés. Pour le logement social, en tout cas, c'est fondamental parce que, par définition, l'équation économique, elle tourne moins bien qu'en logement privé. Hein, donc, il y a besoin d'un coup de pouce sur le foncier. Et quelque part, on voit que sur les territoires où il y a eu un coup de projecteur, toutes les fées qui se mettent autour du berceau, bah, ça fonctionne. On parlait du programme Action Cœur de Ville. Dans les faits autour du berceau, il y avait aussi Action Logement, parce que je pense qu'il y a Action Logement quelque part dans la salle, il faut le dire. Les moyens financiers nouveaux, parce que l'ANA est autour du berceau, mais a redirigé des crédits qui étaient déjà programmés sur ces territoires-là. Mais le fait qu'il y ait autour de la table à la fois des opérateurs EPF sur la maîtrise foncière en amont, qui répondent, j'aurais dû dire même encore plus en amont que ça, il y a un projet de territoire, il y a ceux qui maîtrisent le foncier, les opérateurs qui sont au rendez-vous, souvent les opérateurs HLM qui viennent parfois en premier opérateur, même si ce n'est pas ceux-là qu'on vise. Roland Mouchel-Blizeau dit souvent qu'on évaluera le succès de ce programme-là au nombre d'opérateurs privés et investisseurs qui sont venus sur les 222 villes Action Cœur de Ville. Mais il y a un certain nombre de ces villes où l'opérateur HLM il vient en premier lieu, participe à déjà des preuves de redynamisation qui sécurisent derrière les investisseurs privés dans la capacité, la pertinence à venir ici et pas à fond perdu, parce qu'il y a quand même des territoires en France, moi je pense au Morvan par exemple, où on dit chaque euro investi est un euro perdu. Et donc du coup, pour inverser cette tendance-là, à la fois dans les mentalités, dans les pratiques, bah, il faut être dans une démarche vraiment partenariale et avec des moyens exceptionnels. Le fonds friche, les financements dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Et c'est peut-être ce qui manque sur Petite Ville de demain, c'est que apporter juste l'ingénierie au territoire, c'est fondamental, mais ça ne suffit pas ça pour ne les faits suffit d'entraînement. pas. Voilà. Ça ne suffit pas. Emmanuel Le Floch, on en revient peut-être à des... Vous savez, on fait un peu le grand écart entre les grandes questions et les un peu plus réduites. Vous avez identifié des obstacles un peu juridiques, je crois, lorsqu'on parle de réhabilitation, de changement d'usage. Alors, oui, effectivement, parce que j'ai été confrontée, et certains de mes confrères ont été confrontés à ce type de problème, quand on rénove des grandes maisons pour les transformer en appartements et que ces maisons étaient utilisées en cabinet médical auparavant ou en local commercial, on a des clients en sortie, parce que nous, notre métier, c'est de vendre ensuite les logements rénovés qui sont intéressés dans le cadre du déficit foncier, par exemple. Donc ça fonctionne, le déficit foncier, que si le bâtiment était à l'origine un logement et qu'il est réhabilité en logement. Donc, pour bénéficier de ce dispositif, on est obligé de passer par un changement de, je ne sais plus si c'est destination ou affectation, mais ça veut dire que voilà, il y a cet artifice-là. Ça marche quand la collectivité nous accompagne et quand il y a une vraie volonté politique, on arrive toujours à trouver des solutions, mais ça peut, dans certains cas, être un petit grain de sable. Qu'est-ce qu'on a comme
application Il a été juridique. question des normes tout à l'heure, Les c'était normes, soulevé. effectivement, donc les stationnements, ça peut rendre impossible la réhabilitation d'un bâtiment parce que si une grande maison bourgeoise est transformée en 4 appartements, il faudra les places de stationnement nécessaires et c'est parfois pas possible. On a eu l'exemple tout à l'heure avec stationnement en surface, hein, j'ai vu, oui, je crois qu'il en était question. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas toujours possible, hein, en l'occurrence. Donc, encore une fois, j'ai vu des collectivités trouver des solutions sur d'autres projets. On a le droit, dans un périmètre de quelques dizaines de mètres, de récupérer des places de stationnement et encore une fois, quand il y a une volonté politique, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'accessibilité PMR qui peut compliquer la réhabilitation parfois. En fait, ça dépend vraiment de quoi on parle. Si on parle d'un bâtiment industriel ou d'une maison bourgeoise qu'on transforme en appartement, là, aujourd'hui, ou d'un collectif de logements. On a des problématiques différentes. Oui. Nous, ça change aussi le statut juridique des sociétés, maîtres d'ouvrage des opérations que l'on réalise. On a l'habitude de monter des sociétés civiles de construction-vente. S'il y a une partie de marchand de biens, réhabilitation, on est sur un autre mode de société. Mais ça, c'est pas forcément un obstacle, mais c'est juste des petites choses que chacun doit maîtriser. Voilà, enfin, et sur les normes, par exemple, ça serait l'idée de demande d'assouplissement dans le cadre de la réhabilitation ? C'est comme ça que vous le demandez ? Je ne sais pas si c'est toujours possible, mais ces normes qui ont leur raison d'être vont sans doute souvent renchérir le coût. S'il faut mettre un ascenseur, s'il faut, c'est parfois des obstacles techniques qui rendent l'équilibre économique un peu. Et que la créativité ne suffit pas d'aller trouver une place chez le voisin. Par expérience, c'est vrai que de toute façon, notre métier, c'est ça. Hein, c'est beaucoup de sujets compliqués. Et on mélange, on trie. Et si on a des acteurs autour de nous qui sont volontaires, on trouve toujours des solutions. Ça prend des fois un peu de temps, mais on y arrive. Ouais. Alors, Monsieur Butlen, vous entendez ces préoccupations que vous connaissez également ? Oui, c'est des préoccupations qui sont souvent formulées par les professionnels. Il y a effectivement des freins à la réhabilitation qui sont d'ordre juridique, freins qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement imposés par les textes nationaux, mais sont parfois le choix de la réglementation locale. C'est-à-dire que dans un plan local d'urbanisme, des règles de gabarit, des règles de stationnement encore peut-être plus disantes que ce qu'impose le texte national, finalement constituent un frein à la réhabilitation ou à la densification pour aussi répondre à un projet politique qui des fois est d'ailleurs l'attente des concitoyens eux-mêmes. Donc voilà. Après, il y a eu des évolutions législatives dans le cadre de la loi climat-résilience et dans le cadre de la loi 3DS, notamment permettant précisément de déroger à certains normes du plan local d'urbanisme lorsqu'on est dans des secteurs de réhabilitation ou des secteurs d'intensification urbaine. Donc dans le cadre de ce qui a été évoqué, hein, les opérations de revitalisation des territoires, les ORT, dans le cadre de projets partenariats d'aménagement, dans les secteurs de gare ou à proximité des transports en commun, il est possible effectivement de déroger à des normes de gabarit, de densité, de stationnement, à faciliter des changements de destination précisément pour faciliter la réhabilitation. De la même façon, quand on est sur de la reconstruction et pas seulement de la réhabilitation sur déjà là, on peut avoir recours à des logiques de permis d'innover, permis de faire, permis d'expérimenter, qui permettent finalement de, sans travestir l'esprit de la loi, déroger à des normes de moyens en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a effectivement tous ces sujets-là qui sont possibles et qui sont travaillés. Après, je rejoins complètement ce qui a été dit par la FPI. En réalité, quand tout le monde est d'accord autour de la table et au niveau local et qu'il y a un projet de territoire qui est consensuel, il y a assez peu de normes qui font obstacle à une réhabilitation, si ce n'est des logiques, par exemple, très patrimoniales. Voilà, quand on construit en covisibilité de Sacré-Cœur, forcément, il faut respecter un peu l'avis des ABF. Mais ça, je pense que tout le monde sera d'accord dans un pays comme la France. Avant, puisque vous avez encore le micro, à quoi faut-il s'attendre en termes d'évolution de texte, d'évolution législative dans les mois ou peut-être années qui viennent ? Est-ce qu'il y a des changements majeurs à la clé ou est-ce qu'il faut être un peu plus patient que ça ?
Alors, bon, des changements, il y en a déjà eu beaucoup. Le procès est souvent fait à la puissance publique de l'instabilité des normes. Donc, je pense que ces sujets ont été quand même largement travaillés dans le cadre des lois, d'abord Élan, puis Climat Résilience, puis 3DS. Donc, voilà, on a eu quand même 3 lois coup sur coup en moins de 3 ans qui ont travaillé ces sujets-là. Il y a probablement déjà à prendre tous les textes d'application de ces dispositions législatives avant de relégiférer, sinon on finit par changer la loi avant même que les décrets ne soient écrits, ce qui est malheureusement parfois le cas. Après, il y a effectivement des nouvelles grandes lois qui sont en préparation et qui ont été annoncées par la Première ministre. Hein. On a une grande loi sur l'énergie et le climat, qui va réinterroger des logiques d'engagement des différents acteurs et notamment des collectivités, des acteurs économiques pour atteindre la neutralité carbone. Ça va nécessairement réinterroger des logiques de réhabilitation de l'ancien, c'est évident, même si on a déjà eu beaucoup d'avancées sur à la fois la RE 2020 et sur le diagnostic de performance énergétique. Hein. Et puis, il y a une autre grande loi, ou en tout cas un grand chantier qui est en préparation, qui est celui de la planification écologique territoriale, qui renvoie précisément à une responsabilité de chacun des acteurs et de chacun des échelons, du niveau national jusqu'au niveau le plus local. Voilà. Et là, on verra que par rapport aux aléas et au changement climatique, on a pas mal de retours d'expérience à faire tout à l'heure. Alors, c'est le moment d'interagir. On va venir auprès de vous avec un micro. L'idéal, c'est de vous manifester en levant la main. Voilà, comme ça, on vous repère tout de suite. En prenant la parole, si vous le souhaitez, merci de vous présenter en 2 mots, ce qui permet de savoir d'où vous parlez. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc profitez-en. On aura aussi d'autres moments d'interaction plutôt liés aux ateliers. Mais là, en plénière, on peut déjà aborder quelques questions, quelques commentaires, à moins que tout soit clair et limpide et qu'on ait répondu à toutes vos attentes. En tout cas, profitez-en, c'est le bon moment. Donc, vous nous faites signe. Voilà, on va vous amener le micro. Et puis, merci de vous présenter. Oui, bonjour. Je suis Arnaud Portier, le directeur de l'EPFL Pays Basque et le secrétaire général de l'Association nationale des EPFL. Je souscris et je partage effectivement tout ce qui a été dit et je remercie M. Butlen pour son intervention. Je partage avec mon ami Vincent effectivement cet intérêt. Je veux juste effectivement apporter quelques petites précisions. Raphaël a évoqué effectivement la présence des opérateurs et leurs compétences d'aménagement et le fait effectivement qu'ils sont présents sur les territoires. En tout cas, moi, quand j'en parle avec mes collègues, surtout sur les territoires tendus, ou en tout cas où il y a une forte partie du territoire qui est en zone tendue, on se rend compte quand même que d'aller en milieu rural ou en milieu détendu, c'est beaucoup plus compliqué en matière effectivement de positionnement de leurs compétences d'aménagement. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi une vraie réalité de concurrence entre les opérateurs publics. Et ça, je pense que c'est regrettable. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'arrive pas à mettre en place un fonctionnement qui soit, je pense, un fonctionnement équilibré. Parce que je pense qu'il y a vraiment du boulot pour tout le monde. Si je fais la comparaison sur le territoire du Pays Basque, aujourd'hui, le constat, c'est que la capacité de production des bailleurs sociaux ne permet pas aujourd'hui d'atteindre les objectifs du PLH. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de se battre entre eux. Il suffit effectivement déjà de se coordonner pour en faire ce qu'ils sont capables de faire et voire en faire plus. Donc ça c'est. Et là-dessus, je pense qu'il y a peut-être, faudra qu'on trouve des moyens effectivement de collaboration et de sortir de ce principe de la mise en concurrence. Ça se retraduit. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec M. Butlen ou avec Raphaël. Sur le développement des organismes fonciers solidaires, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais effectivement, c'est la dissociation de la propriété bâtie et la propriété foncière peut être un moyen de trouver des solutions à la problématique du coût du foncier et de permettre justement derrière de réaliser des opérations et notamment réhabilitation, ce qui n'était pas forcément les objectifs premiers dans la réflexion de la mise en œuvre des organismes fonciers solidaires. Mais tout le monde fait le constat aujourd'hui que c'est un levier important, avec une vigilance à avoir quand même sur le fait que les OFS sont aussi des super outils de spéculation foncière. Donc, ce qui n'est pas l'origine non plus de leur mise en œuvre. Donc attention à la façon dont on les utilise et au cadre que l'on donne. Vincent a évoqué effectivement, et ça a été repris par M. Butlen, sur le fait qu'on a effectivement cette chance
de bénéficier d'une fiscalité, donc d'avoir des moyens financiers pour pouvoir agir, des compétences effectivement sur la négociation, l'acquisition, l'ensemble des métiers qui ont été évoqués en matière de déconstruction, démolition, et finalement de livrer un foncier prêt à être aménagé et d'être en capacité effectivement de faire de la minoration foncière. Mais là aussi, minoration foncière, si vous voulez, c'est pas le but, c'est pas de raser gratis, c'est pas de la subvention. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit dans un partenariat. Et là, moi j'en parle sur mon territoire, qui est un territoire tendu. C'est pas toujours simple, que ce soit avec les opérateurs publics et avec les opérateurs privés, d'être dans un mode de fonctionnement qui est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on est là, on peut faire de la minoration foncière, mais faisons de la minoration foncière au juste niveau que doit être la minoration foncière. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse travailler à livre ouvert, à bilan ouvert. Madame disait qu'il faut se mettre effectivement autour de table. Je pense que c'est fondamental. Il faut qu'on arrive aussi à changer les mentalités sur ces questions-là. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même, et même pour les opérateurs privés, c'est de faire leur métier. C'est effectivement de se rémunérer. Ils ne vont pas travailler à perte. Mais en même temps, il faut aussi qu'on soit en capacité de considérer que dans cette opération-là, tout le monde joue le jeu. Et ça, on a un peu de mal aussi aujourd'hui quand même à le mettre en œuvre. Et enfin, pour terminer, je le dis dans toutes les interventions que je fais ou partout où je passe, et je pense que je vais finir par passer pour quelqu'un d'un peu neuneux, mais il y a un sujet, moi, qui me turlupine depuis des années, c'est qu'en fait, on se creuse la tête pour trouver le moyen de produire des logements et des logements accessibles et d'offrir donc la capacité à nos citoyens de se loger. Et on trouve toutes les solutions possibles, inimaginables, toutes les subventions, les fonds friches, enfin voilà, des dotations et autres. Et jamais, on se pose la question de comment on peut faire participer le propriétaire foncier. Lui, il continue à s'en mettre plein les poches. Lui, il continue à vendre de plus en plus cher. Je reprends l'exemple de madame. Oui, elle avait peut-être un bâtiment très intéressant, très joli à vendre, mais s'il ne vaut rien, il ne vaut rien. Elle peut en vouloir des millions. Il n'y a pas de raison qu'elle en touche des millions. Il y a un atelier tout à l'heure sur le foncier à risque. Je vais vous donner un exemple très concret au Pays Basque. Il y a une maison qui s'est vendue 15 millions. Tout le monde sait qu'elle finira dans l'océan. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse cette maison s'en aller? Ou est-ce que la collectivité va devoir acheter cette maison 15 millions pour dire de la détruire et éviter effectivement qu'il y ait un accident? Moi, mon avis, c'est que les gens prennent la responsabilité de l'acheter 15 millions, ils n'ont qu'à se débrouiller avec leur maison. Sauf qu'on sait pertinemment que ce n'est pas tout à fait comme ça. L'exemple de l'immeuble Signal à Soulac est un bon exemple, où la collectivité a dû mettre la main à la poche pour finalement indemniser des propriétaires privés. Donc, je ne sais pas, j'ai le sentiment en fait, qu'il y a une question. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où on ne peut plus rester complètement insensible au fait qu'un propriétaire privé ne peut pas emporter l'ensemble de la mise. Parce que souvent, quand il vend à ce prix-là, c'est aussi parce que la collectivité, monsieur nous a montré des réaménagements. On a eu la chance de dîner hier soir à la place du Commando. Je pense que les habitations autour de la place du Commando, les appartements privés ont dû voir leur prix augmenter grâce à cet aménagement. Et le propriétaire, demain, ne reversera pas 1 euro, alors que la collectivité a fait l'effort de faire cet aménagement. Donc à un moment, comment peut-on, parce qu'on sait pertinemment qu'on ne touchera pas au droit de propriété, on nous le répète tous les jours. Votre plaidoyer sur le bail réel solidaire, notamment? Mais ça n'est qu'une solution, ça n'est qu'un outil. Je pense qu'il faut faire très attention à la façon dont on le manie, parce qu'encore une fois, il peut devenir un objet hyper dangereux. Mais je crois surtout qu'il faut qu'on trouve le moyen aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait un partage de la rente foncière. Et il me semble que les collectivités ne peuvent pas continuer à investir comme elles le font, ou les acteurs publics, ou l'État via des dotations, et que ce soit toujours 1 ou 2 propriétaires qui finalement partent avec le magot. Voilà, enfin, c'est une réflexion. Merci pour votre intervention. Et vous pouvez applaudir si vous le souhaitez. Voilà. En précisant, Madame Le Floch le disait hors micro, que la minoterie à 20 km de Nantes n'a toujours pas trouvé preneur. Voilà. Qu'elle ne partira pas à 15 millions, celle-ci. Mais c'était pas ce prix-là. Voilà. Bon, je pense que sur l'ensemble de ces sujets, encore une fois, il y a eu beaucoup de débats et des avancées récentes. Si je reprends certains des éléments évoqués par Arnaud, sur le développement des organismes de foncier solidaire, qui sont effectivement des outils permettant d'opérer de la dissociation de la propriété du foncier et du bâti, et via un bail réel solidaire de favoriser l'accession sociale à la propriété. L'agrément, désormais, depuis la loi 3DS, est soumis à un avis du CRHH
notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas un risque de multiplication des OFS qui finissent par finalement se faire concurrents eux-mêmes et encourager une spéculation foncière. Donc c'était une alerte qui avait été remontée par certains territoires régionaux, en particulier en PACA et en Nouvelle-Aquitaine, et je pense que ça a été entendu par le législateur. Donc ça, ce point, je pense, je ne sais pas s'il a été résolu, mais en tout cas, il a été identifié et une première réponse a été apportée par le législateur. Sur les minorations foncières, je pense qu'on est tous d'accord avec l'analyse d'Arnaud. L'idée n'est pas de raser gratis et d'octroyer une minoration foncière ou une minoration travaux de droit sur toutes les opérations. C'est en contrepartie d'un projet qui doit être de qualité, donc c'est au regard de la production de logement social ou d'une qualité environnementale particulière. Et puis, c'est dans tous les cas après garanti qu'il y a eu une optimisation du bilan économique et après prise en compte de toutes les autres subventions publiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une minoration foncière des EPF pour diminuer la subvention de l'ANRU. Sinon, effectivement, ça ne marche pas. Je le dis, mais de fait, des fois, c'est ce qu'on peut redouter. Sur la question de la fiscalité et de la rente foncière du propriétaire, bon, il y a des dispositifs fiscaux qui existent déjà, hein, c'est la plus-value immobilière, c'est aussi les taxes sur les plus-values de cession des fonciers nus devenus constructibles, hein, pour les terrains qui sont aujourd'hui agricoles, naturels et qui sont vendus comme constructibles. La plus-value est effectivement énorme puisqu'on multiplie le prix du foncier par 10, par 100, des fois par 1000 en Ile-de-France. Et donc cette taxe, elle existe. À noter qu'elle est facultative à la main de la commune et qu'il n'y a que 200 communes en France qui l'ont mise en place. Donc en fait, encore une fois, les outils au niveau national existent. Il faut que les acteurs ensuite au niveau local s'en saisissent. Après, s'agissant du cas particulier du trait de côte, je pense qu'encore une fois, hein, le sujet a été traité dans la loi climat résilience, puisqu'il y a eu toute une disposition, toute une réforme permettant la recomposition spatiale des façades littorales qui sont affectées par l'érosion du trait de côte qui a été mise en œuvre. L'une des dispositions phares prises par ordonnance était d'ailleurs l'encadrement de l'évaluation des biens soumis à l'érosion du trait de côte, avec un mécanisme qui justement évite la spéculation foncière sur ces biens en faisant en sorte qu'ils soient comparés au moment de leur cession à des biens équivalents dans les mêmes zones soumis au même risque d'érosion, ce qui permet quand même de refroidir le marché. Et s'il n'y a pas de comparaison possible, on applique une décote sur le prix du bien qui est proportionnelle à la durée de vie résiduelle du bien avant sa disparition sous les flots. Je note que d'ailleurs c'est une disposition qui a été prise par ordonnance avec un certain courage des pouvoirs publics et en particulier du pouvoir réglementaire, et que cette ordonnance est attaquée par qui ? Par l'ANEL et par l'AMF. Donc on voit bien que derrière, il y a des acteurs et des opérateurs qui relèvent des difficultés. Les pouvoirs publics légifèrent et les textes nationaux encadrent. Et derrière, les acteurs locaux réattaquent ceux qu'ils ont pourtant demandé. Donc il y a derrière tout ça des enjeux divergents qu'il nous faut concilier. Et quelques paradoxes. Je regarde s'il y avait une autre personne qui souhaitait intervenir maintenant, mais on peut garder du temps pour... Ah bah si. On revient vous voir avec le micro. Oui, peut-être que ce sera abordé plus tard dans les tables rondes. Oui, Sylvain Briet, directeur général de l'EPF Nouvelle-Aquitaine. Ma question s'adresse à Vincent Rémy. Vos réflexions là, sur des opérateurs de réhabilitation en lien avec l'EPF, de quoi s'agit-il ? Parce que c'est vrai qu'on a quand même une limitation réglementaire qui se contente du proto-aménagement. Et donc, comment vous traitez cet écueil ? Merci pour la question. Je me voyais déjà. Merci de l'avoir posée. Je m'inscris un peu en faux sur la lecture qui est faite de la réglementation, sur notre capacité. On a plusieurs lectures possibles des textes. En tout cas, la réflexion, elle vient du fait qu'on se retrouve dans certains cas, certains territoires, mais de plus en plus nombreux, devant des impasses, une incapacité à trouver des opérateurs. On a quand même très peu d'opérateurs sociaux qui veulent venir dans les territoires détendus. On parle des ORT même, faire venir un opérateur HLM sur un territoire ORT loin d'une métropole, c'est compliqué.
on n'a pas d'opérateurs privés. Et donc, si on veut demain trouver des solutions pour redynamiser les territoires, eh bien, aujourd'hui, on est quelques EPF à prendre le taureau par les cornes et à se dire qu'on va réhabiliter, certains le font déjà, réhabiliter des bâtiments, réhabiliter l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire passer de notre proto-aménagement dans notre jargon qui est simplement de préparer le terrain pour qu'un opérateur vienne, de se substituer à l'opérateur absent pour réaliser les travaux, mais toujours avec derrière la sortie de ce bien. C'est-à-dire que on va être confronté, et on est confronté quand on fait cette action. Je parlais de l'hôtel-restaurant sur lequel on travaille, à la sortie opérationnelle. Donc en fait, si on réhabilite un bien, que ce soit une surface commerciale ou des logements, il faut trouver des locataires. Et quand on a trouvé des locataires, il y en a. Après, c'est une question de loyer, de montant de loyer, mais il y en a. Et qu'on a démontré la pertinence de cette opération, on a plus de chances de trouver des investisseurs. Si on ne trouve pas d'investisseurs, eh bien on bascule dans la foncière qui nous permet d'amortir les coûts sur une durée plus longue. Et ça, c'est un deuxième chantier sur lequel on travaille au niveau des EPF pour en fait, régler la totalité du sujet, depuis la question qui nous est posée par une collectivité, qu'est-ce que je peux faire de ce bâtiment, jusqu'à la sortie opérationnelle et son fonctionnement, sa réutilisation en fait. Et c'est là que vous dites, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas d'obstacle majeur. La loi nous autorise à faire toutes les actions, à réaliser toute action qui permette la réutilisation des biens. Donc aujourd'hui, on travaille assez couramment sur la vêture, la toiture des biens. On refait. Quand on a décidé de conserver un bâtiment, qu'on a une toiture défectueuse, on la refait. Et quand on a des personnes qui sont déjà dedans, on fait notre boulot de propriétaire. On réhabilite, on tient les bâtiments aux normes. On fait déjà ce job, mais c'est vrai que par habitude, et là je rejoins ce que tu disais, par habitude, il y a beaucoup d'opérateurs fonciers qui s'arrêtent à l'acquisition et qui s'arrêtent aux quelques menus travaux de curage dont je parlais tout à l'heure et qui ne vont pas au-delà. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on veut rendre le service pour lequel en fait, on nous attend, il faut qu'on aille plus loin. Et donc, il y a même des EPF d'État aujourd'hui qui s'y collent. Il faut y aller. Et c'est l'interprétation de la loi. Donc on en a discuté hier en conseil d'administration. C'est un sujet qu'il faudra peut-être qu'on recale avec l'État pour être certain d'être dans le vrai. Mais on a, nous, réhabilité, dans le cadre d'une opération ANRU, on a acheté toute une série de logements dans une copropriété. On a besoin de faire un logement témoin, qui est un bureau d'accueil et logement témoin. Donc on l'a réhabilité nous-mêmes. On a déjà fait tous ces travaux en accord avec la collectivité et on a été maître d'ouvrage complet. Et voilà le champ des possibles qui s'élargit un petit peu pour les EPF. Peut-être juste pour dire une chose quand même, on fait le constat, alors je prends un tout petit peu de hauteur, que les limites du champ d'action des différents opérateurs de la fabrication de la ville sont de plus en plus floues. Les promoteurs remontent en amont de plus en plus sur l'aménagement. Les aménageurs sont de plus en plus vers l'aval parce que mettent en place des choses dont ils sont censés assurer la pérennité dans le temps, etc. Ce qui pose plein de sujets juridiques, mais aussi de sujets qui reposent la question de quelle est la finalité et l'objet de chacun, comment chacun participe. Et à un moment donné, si tous les opérateurs font tout, je pense qu'il y a beaucoup de pertes en ligne et certainement aussi une perte d'efficacité. Et au regard des enjeux qui sont devant nous, on n'a plus le temps de perdre en efficacité. Et donc là, moi, je me permets de vous dire, il y a quand même... Je sais, Arnaud, que les opérateurs HLM se font concurrence dans les territoires tendus. On est les premiers à le regretter, mais on n'a pas encore réussi à faire passer une charte de déontologie où on ne grimpe pas sur le suivant juste parce qu'on veut mettre le pied sur un territoire où on n'était pas encore présent. On souhaiterait que ce soit plus vertueux, mais malgré tout, moi, je reste convaincue, les bailleurs sociaux, c'est quand même des professionnels de la réhabilitation. Ils sont
quand ils construisent, c'est pour gérer leur patrimoine sur 60 ans. C'est la durée des prêts fonciers qu'ils prennent sur leur patrimoine. Donc, la question de savoir diagnostiquer un patrimoine, et pas que du patrimoine, les organismes HLM, ils n'ont pas que du patrimoine des années 60-70 dans leur parc. Cette question d'être en capacité de diagnostiquer un patrimoine, de derrière intervenir dessus en faisant dans la dentelle, parce que certains organismes HLM sont vraiment spécialisés sur ces sujets-là. Moi, j'ai presque envie de vous dire, oui, les solutions comme le PF Normandie a mis en place une foncière justement qui permet de résoudre cette question-là, mais il faut aller chercher la compétence là où elle est. Et en plus, les organismes HLM, depuis la loi Elan, ils ont cette possibilité d'apporter des compétences d'ingénierie auprès des territoires et auprès d'autres acteurs. Et peut-être que c'est plus les partenariats qu'il faut jouer, notamment sur les territoires détendus. Moi, je suis convaincue que sur les territoires détendus, c'est tout le monde ensemble à livre ouvert, parce qu'il faut que chacun s'y retrouve. Il ne peut pas y avoir l'opérateur des mauvais plans et celui qui essaye de tirer son épingle du jeu. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et donc, pour trouver des modèles économiques qui fonctionnent, un peu subventionnés, un peu aidé fiscalement, etc. Mais c'est nécessaire. Et du coup, moi, je vous encourage vraiment. Alors, ils sont très nombreux et ils sont inégaux, les bailleurs sociaux. Je peux aussi vous le dire, on est entre nous. Certains savent faire ça vraiment très, très bien. Il faut aller chercher leurs compétences. On va en rester là, puisque le temps presse. Vous savez, on a des ateliers. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation.